premier souffle d'inspire, où le liquide s'échange avec le gaz extérieur, c'est l'enfant qui crie, ça déchire ses poumons, c'est une inspiration de douleur, mais en même temps qui lui permet de vivre. Et puis on repart dans ce qu'on appelle le dernier souffle, cet expire où le corps se relâche complètement. On pense qu'il n'y a plus rien. Alors ça, on ne sait pas, ça dépend de chacun. Entre cet inspire et cet expire, la question est de savoir comment on veut se présenter au monde. AVS avec Philippe Robichon. AVS, à votre santé, bonjour. Mon invité aujourd'hui s'appelle Timothy Myrtil. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes pratiquant et reporter et pratiquant d'arts martiaux depuis 30 ans. Et vous êtes un spécialiste de l'art de la respiration, parce que la respiration, ça s'apprend, de l'art de la respiration et du mouvement. Ça s'apprend. C'est ce qu'on fait le plus souvent de sa naissance avec une inspiration à sa mort où on expire. Entre les deux, on respire en moyenne 17 000 fois par jour. Mmh. Et c'est ce qu'on parfois fait le plus mal, parce que personne ne nous l'apprend. En réalité, on fait confiance à notre corps pour le faire, et il le fait. Mais il le fait à minima. Voilà. Et ça, la respiration permet de faire plein d'autres choses. Vous publiez Les 5 temples, réveillez votre puissance intérieure chez Tana Éditions. Et vous revenez un petit peu sur votre pratique du confinement. Qu'est-ce que le confinement vous a permis de comprendre ? En réalité, j'avais terminé ce livre, en tout cas la première version, avant le confinement, une semaine avant environ. Et puis, il y a eu le confinement. Et en fait, c'est le confinement qui est venu valider ce que je proposais dans le livre. Dans ce livre, parle de la place du corps dans les moments de crise. Des moments de crise qui peuvent être ceux de la vie quotidienne, individuellement, hein, mais aussi ceux de la vie collective. Des problèmes qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas encore. Et en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu le Covid et le confinement. Et c'est venu précisément valider ce que je disais, c'est-à-dire, tiens, quelle place pour le corps ? Et précisément, là, les corps étaient assignés à résidence. Donc, comment on gère ça dans son corps ? Comment on gère ça dans sa vie ? Et comment on reçoit déjà cette information ? Et le confinement, du coup, moi, j'ai pu mettre en pratique ce que j'avais écrit dans mon livre, en plus. Mmh. Et le confinement vous a permis de rentrer à l'intérieur de votre corps. Encore plus. C'est ce que vous dites. Oui, j'ai déjà des pratiques, effectivement, de respiration, méditation, visualisation, enfin, tout le panel des choses qui permettent d'être un petit peu en soi. Et avec le confinement, assigné à résidence avec ma compagne et mes 2 enfants dans un appartement parisien, j'avais pas beaucoup de choix. Et c'est vrai que j'ai profité de cette période pour aller encore plus dans l'exploration, non seulement dans la pratique, mais dans l'observation de la vie de tous les jours. Avec le travail, avec les enfants qui commencent à crier, qui s'énervent, il faut les sortir quand même 1 heure par jour. On est très vite à bout de nerfs. Très bien, c'était l'occasion de travailler mes 5 temples. Mmh. Alors, les 5 temples, on va dire d'abord quels sont ces 5 temples, hein, ces 5 temples qui sont des leviers pour une prise de conscience de qui nous sommes vraiment. On a 5 temples, en tout cas c'est la manière dont je catégorise le corps, puisqu'il s'agit de 5 temples qui sont dans le corps, à partir du moment où on peut présumer ou penser que le corps est déjà un temple. Mais il est divisé en 5 temples, selon moi. Alors il y a le cerveau, qui est une partie magique. Aujourd'hui, on ne compte plus les livres qui parlent du cerveau, de son potentiel, qu'on sous-exploite, etc. Oui, alors le cerveau est super pour analyser, il est super pour faire énormément de choses, pour nous aider à vivre. Mais le problème, c'est qu'il veut être le général. Et en voulant être le général, il fait des abus de pouvoir. Et ce cerveau-là, selon moi, c'est le premier temple. C'est le premier temple qu'il faut apprendre à être peut-être le 2e ou 3e. Le second temple, pour moi, est le cœur. Le cœur, c'est le siège des émotions. On ne compte pas le nombre d'expressions en France qui parlent du cœur, hein, la main sur le cœur, etc., etc. C'est le cœur, il respire de manière, il bat de manière différente. Son rythme et son tempo sont différents en fonction de ce que vous vivez à l'extérieur de vous. Vous avez une montée d'adrénaline parce qu'il y a un accident, votre cœur va se mettre à battre un peu plus vite. Enfin, tout le monde connaît ça. On a des sauts parfois le cœur qui saute dans la poitrine. Et c'est très bien. Donc lui, il s'adapte en fait à ces univers extérieurs. Et on ne prend jamais soin de lui pour lui apporter un petit peu de soutien. Mmh. Le 3e, c'est le ventre. Le ventre, c'est le siège pour moi de la puissance, de l'authenticité. On sait aujourd'hui que le ventre parle avec le cerveau, qu'il a des neurones, qu'il a un microbiote, qu'il a une vie à lui-même, une biodiversité. Et que ce ventre, si on le maltraite trop souvent, il finit par nous le faire payer. Et on a des baisses d'énergie, c'est celui de temple de la digestion, des baisses d'énergie, baisse de pouvoir sur soi d'une certaine manière. Le 4e, c'est le sexe. Le sexe, c'est aussi une zone qui est négligée. Non pas qu'on ne l'utilise pas. Le sexe est omniprésent, il est présent partout, y compris dans nos vies intimes. Mais ce sexe, il permet aussi de faire plein d'autres choses. Pourquoi ? Parce que c'est l'énergie de la créativité, de la fertilité. C'est de là que peuvent jaillir des idées quasiment. C'est une vraie puissance, ce temple-là, du sexe.
Et le cinquième, qui pourrait être en fait le dominant de tous les autres, qui les réunit tous, c'est la respiration. La respiration, c'est, on va peut-être en parler un peu plus, mais c'est ce qui peut relier tous ces temples, pour en faire un seul. Et c'est en se centrant sur cette respiration qu'on peut, je pense, s'explorer soi-même et développer cette puissance qui nous habite. Mmh. Et vous développez un style de respiration par temple, en fait. Hein. C'est ça, exactement. Bon, je m'arrête rarement sur les préfaces, mais là, je m'y suis pris à 2 fois pour m'assurer qu'on parlait bien de la même personne. Qui c'est qui a préfacé votre livre ? Celui qui a préfacé ce livre est lui-même un écrivain aujourd'hui, qui s'appelle Michel Vaujour, mais c'est un écrivain au CV très particulier, puisqu'il a également été un bandit du grand banditisme, un braqueur. Et ceux qui sont de ma génération, la quarantaine ou plus âgés, se souviennent peut-être de lui. Il s'était notamment évadé de la prison de la Santé, me semble-t-il, par hélicoptère. Et c'était un grand spécialiste de l'évasion. Si bien que l'administration pénitentiaire, à l'époque, a fini par le mettre en QHS, c'est-à-dire en quartier de haute sécurité, qui sont des cellules toutes petites, 24 heures sur 24, avec de la lumière de néon, 1 heure de balade, sous des grillages et sous les miradors, et sous l'œil des gardiens. Et ce personnage, Michel Vaujour, qu'est-ce qu'il a fait pour survivre à ces conditions extrêmes d'incarcération ? Il a plongé en lui-même. Il avait un petit livre qui s'appelait « Le yoga pour chacun », qui n'était pas plus grand que celui-là. Ouais. Et ce petit livre, qui était un livre sur le yoga en 1968, très bien écrit, est devenu sa Bible, d'une certaine manière. Et il a géré ses préceptes et surtout, il a plongé dans la pratique quotidienne, jusqu'à devenir encore plus, on va dire encore plus confiné que la manière dont il était confiné. Et cette découverte de lui-même, cette plongée en lui-même, lui a permis de devenir quelqu'un d'autre. Alors d'abord d'arrêter le banditisme, mais ça c'est un parcours de vie, on va dire. Mais c'est surtout de retrouver, oui, cette puissance intérieure et cette vie intérieure profonde et de connaître sa personnalité profonde et réelle. Et sans doute ne la connaissait-il pas totalement en étant braqueur et en se lançant dans cette aventure-là. Bon, comment est-ce que vous l'avez contacté pour qu'il préface votre livre ? D'abord, j'ai contacté de manière un peu fébrile, parce que j'ai contacté son attaché de presse, il écrit des livres, il sort bientôt un polar d'ailleurs. Il avait déjà raconté dans des précédents livres son expérience. Là, il sort un polar. Donc, je contacte son attaché de presse qui lui demande. Il me demande de l'appeler, je l'appelle. Et il accepte au bout de 5 minutes. Et j'étais très fébrile parce que c'est quelqu'un que j'admirais beaucoup, j'admire toujours. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un documentaire qui avait été fait sur lui, que j'avais découvert sa pratique du yoga et que je trouvais que ce personnage non seulement charismatique, mais extrêmement vrai. Très puissant. Vous savez, un peu comme dans les mangas, quand autour des personnages, des héros, il y a du feu comme ça qui tremble un petit peu autour. Pour moi, c'est ça qu'il incarnait. Donc j'avais un peu peur qu'il me dise non. Et au début, il n'était pas très chaud. Mais il a fini par dire oui, sans doute parce qu'il a apprécié les premières pages que j'ai pu lui envoyer. J'espère. C'est un signe de confiance, hein ? C'est un signe de confiance parce que ça a duré 5 minutes pour qu'il me dise oui. Et voilà. Et c'est vrai que s'il m'avait dit non... Bon, je m'en serais remis sans doute, mais j'aurais été déçu parce que je ne voyais pas d'autres personnes que lui pour le faire, d'autant que son expérience, et en plus avec le confinement, pour le coup, ça résonnait particulièrement. À 20 ans, vous devenez anarchiste ? Oui. Anarchiste, c'est devenu un petit peu... Je dis dans le livre, je suis devenu anarchiste un peu comme on rentre en religion. C'est-à-dire que c'est devenu... j'ai une sorte de déclic quasiment instantané en lisant 2 ou 3 livres qui m'ont révélé peut-être, j'ai été élevé dans le catholicisme, qui m'ont peut-être révélé cette profondeur des écrits bibliques d'une autre manière, voilà, où il y avait une sorte d'idéal, presque de mysticisme, de vouloir changer la société, mais avec des outils très pratiques, des outils collectifs très pratiques, très pensés, très intelligents, et je trouvais que c'était magnifique cette doctrine, et elle n'a pas toujours donné le meilleur, il y a eu des anarchistes très rationnels, et puis des anarchistes très foufous aussi, qui ont aussi commis des attentats, etc. Donc c'est une école très hétéroclite, et c'est une école qui m'a accompagné, du coup, qui m'a fait devenir ce qu'on appelle un activiste. Alors vous devenez anarchiste après la lecture d'un livre sur Ravachol, et vous allez avaler tous les livres sur ce sujet. Qu'est-ce qui allait bien dans le fait d'être anarchiste à 20 ans ? D'abord, ça correspondait bien à quelque chose, à un contre-pied de ce pourquoi j'étais destiné. Je suis un enfant des classes moyennes, urbaines, parisien, sans problème, sans difficulté spéciale. Et quelque part, la vie qui m'était offerte était très large. J'aurais pu choisir n'importe quoi. Mais on se sent quand même un petit peu orienté vers des choses. On veut faire un peu plaisir. Enfin bon, on a 20 ans, on ne sait pas exactement ce qu'on veut faire de sa vie. L'anarchisme m'a apporté cette
cette légitimité idéologique à une révolte, à une colère intérieure, qui prend racine dans plein de choses, et de se dire, tiens, je peux prendre ma vie en main, mais pas que dans un destin individuel, mais aussi dans un destin collectif, donc quelque chose qu'on peut faire ensemble. Et peut-être éventuellement changer des choses. Déjà les changer autour de soi, dans son mode de vie, et après peut-être apporter de l'aide aussi à des gens qui en ont besoin, ça c'était important. Mais de cette manière-là, de manière politique, c'était pas forcément les Restos du Cœur, c'était plus des choses plus imposées, plus politiques, mais voilà, ça donne un vrai sens à sa vie, et c'est un sens très positif. D'accord, mais ça répondait pas à toutes vos interrogations. Qu'est-ce que vous vouliez ? Vous vouliez changer le monde ? Oui, je voulais en toute modestie changer le monde, en étant parfaitement conscient que beaucoup de gens n'y étaient pas parvenus. Mais c'était la doctrine anarchiste, je pense aussi qu'il faut changer, commencer par changer d'abord soi-même, d'une certaine manière, même si tous les anarchistes ne le font pas, loin s'en faut. Et ensuite changer les choses peut-être autour de soi. Et il y a beaucoup de pratiques dans l'histoire française, notamment, parce que c'est une doctrine qui est née essentiellement en France, et qui a beaucoup essaimé en Russie. Il y a énormément de pratiques et d'expériences communautaires qui ont permis de montrer que c'était possible, à petite échelle, de trouver des solutions, pas forcément idéales, mais quand même pas mal, où on n'exploite personne, où on violente personne, où on oppresse personne, et on est soi-même peut-être un peu libre. Vous dites, un père plutôt absent avec lequel je ne savais pas dialoguer avait nourri ma colère d'anarchiste. Ouais, on devient anarchiste par réaction à son père ? L'anarchie, disait Pierre-Joseph Proudhon, qui est un des inventeurs de cette doctrine, c'est l'ordre sans le pouvoir. Et qu'est-ce que veut faire un gamin de 20 ans ? C'est trouver un nouvel ordre, mais en s'émancipant de celui du père. Donc pour s'émanciper du pouvoir du père, il faut soit aller contre lui, soit dans son sens. Mais d'une certaine manière, il faut le dépasser. Et c'est ce dépassement-là que me donnait l'anarchisme. Et le paradoxe, c'est que c'est une doctrine anarchiste, on dit aussi libertaire. L'anarchie, c'est vraiment sans pouvoir. Donc c'est une culture de la liberté. Et on veut être libre, et en même temps, on sent bien qu'il y a des choses qui nous empêchent de l'être. Donc il faut pouvoir dépasser ce père, il faut pouvoir lui manifester sa colère, et il faut pouvoir devenir un homme, en fait. Et vous en avez parlé avec lui ? Non, je n'en avais pas parlé avec lui. C'est plus facile de décrire dans un livre aujourd'hui. C'est plus facile, exactement. C'était très difficile, effectivement. Quand on est face à son père, parfois on se sent un peu comme le petit enfant. Et c'est pas évident, avec un père un peu taiseux, d'arriver à s'ouvrir à lui. Une fois, il était conscient de mes engagements. Et une fois, il avait pris peur parce qu'il avait trouvé, je crois, dans une de mes vestes, on va dire un bâton, et il s'était dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ça, enfin voyons. Et je lui expliquais que parfois quand on lutte, il y a des choses un petit peu qui débordent, des bagarres, des choses comme ça, et il s'était inquiété de ça. C'était peut-être sa manière de dire que je sais ce que tu fais, voilà. Timothy Myrtil, vous êtes pratiquant d'arts martiaux depuis 30 ans, vous êtes journaliste aussi, vous avez parcouru le monde à la recherche de personnes inspirantes. Vous en avez trouvé dans le monde ? J'en ai trouvé plein. Alors là, ce qui est beau quand la recherche de personnes inspirantes, c'est qu'on les trouve. On les trouve à côté de soi, puis on les trouve aussi de l'autre bout du monde. C'est important de temps en temps de faire cet effort-là. J'en ai trouvé, alors c'était dans le cadre d'une série télévisée autour des arts martiaux. Donc je suis allé quand même cibler des gens, et j'ai trouvé effectivement des personnages où je me suis aperçu que dans leur parcours personnel et collectif, finalement il y avait des accointances avec moi, mais aussi avec d'autres personnes. Et que les arts martiaux pouvaient être un véhicule vraiment de cette recherche. Voilà, comme d'autres sont religion ou autres. Là, ça pouvait vraiment être le véhicule d'une recherche, et en plus d'une recherche qui part du corps. Et aujourd'hui, d'ailleurs, vous consacrez une pratique de la respiration et du mouvement avec une méthode qui s'appelle... La méthode s'appelle Ethos Flow. Oui. Qui a été créé, même co-créé d'une certaine manière, mais créé par Chris Melodista, qui est un ami maintenant, qui vient aussi du monde des arts martiaux par ailleurs, et qui est parisien. Et c'est une méthode qui est basée effectivement sur la respiration et le mouvement. Les deux se complètent, et les deux se font face à certains moments. Mais c'est vraiment la respiration et le mouvement, parce que c'est la respiration aussi bien assis dans sa chambre que dans la vie quotidienne. Donc vous êtes devenu un des spécialistes de cette méthode que vous enseignez aujourd'hui aux gens. Oui, je l'enseigne à côté de mon métier, par ailleurs qui est un métier de journaliste où la respiration aussi a un sens, qu'on soit sur le terrain ou à la radio comme vous, Philippe. Et effectivement, je l'enseigne dans des stages ou dans des cours parfois en entreprise, pour que les gens puissent renouer déjà avec ce pouvoir qu'ils ont, qui est à disposition immédiatement, qui est la respiration. Alors, il n'y a rien de plus puissant de la respiration
bon, on respire toute la journée, même si au final, on s'en rend pas compte. C'est automatique. Hein, c'est un automatisme aujourd'hui. Heureusement, c'est notre système nerveux autonome qui s'occupe de ça. Et il le fait bien. Le problème, c'est qu'il y a énormément de choses qui nous arrivent de l'extérieur et la respiration s'adapte. Et donc, la respiration, ou le corps, en fait, s'adapte. Et le corps, il s'adapte parfois avec ce qu'il peut, ses outils. Et parfois, c'est un minima. Donc, vous vous retrouvez, quand vous avez beaucoup de stress, avec une respiration qui va rester au niveau pulmonaire, au niveau des poumons, et qui ne va pas redescendre dans le ventre. Et du coup, on a une respiration courte. Du coup, le diaphragme, qui est un muscle entre le ventre et les poumons, se durcit. Ce durcissement fait que vous allez avoir souvent de l'acidité au ventre. L'acidité au ventre va créer des toxines sur vos muscles du dos et vous allez avoir mal au dos. Donc, une mauvaise respiration peut amener un mal de dos. Voilà. Une mauvaise respiration peut amener à baisser aussi le système immunitaire puisqu'on oxygénise moins bien le corps. Une mauvaise respiration va peut-être changer votre posture et va créer des tensions. Voilà. Donc, à l'inverse, quand on réapprend à respirer, on va venir agir sur toutes ces choses-là. Mais encore une fois, on n'a aucune conscience de ça. On n'a aucune conscience de ça parce que qui nous l'apprend ? Après tout. Est-ce qu'on nous apprend à respirer d'abord ? Personne ne nous apprend à respirer. Personne ne nous apprend à respirer. Vous allez dans des studios de yoga, certains le font, certains ne le font pas, je l'ai constaté. Et ça, c'est déjà une démarche d'aller dans un studio de yoga ou de Qigong ou de Tai Chi, qui sont des arts martiaux chinois, japonais, etc. En revanche, à l'école, dans les cours d'éducation physique, vos parents, votre patron, personne ne nous apprend à respirer. Par contre, on dit souvent, oui, il faut que tu respires, ou c'est bon, on respire un coup. Donc on comprend intuitivement cette fonction-là, mais comment le faire ? On ne dit pas comment, voilà, c'est ça. On ne sait pas. Ouais. Alors déjà, réapprendre à respirer avec un peu d'amplitude, profondément, déjà ça peut être une base. Et puis ensuite, il y a plein de petites techniques qui nous permettent de jouer avec ça, un peu comme on joue avec un instrument de musique. Vous dites qu'on arrive sur Terre avec une inspiration et qu'on en repart avec une expiration. Oui, ouais. C'est une sorte, comment dire, presque une lapalissade, une banalité, qui en même temps, on n'en prend pas forcément conscience. Cette premier souffle d'inspire, où le liquide s'échange avec le gaz extérieur, c'est l'enfant qui crie, ça déchire ses poumons, c'est une vraie douleur d'ailleurs, c'est une inspiration de douleur, mais en même temps qui lui permet de vivre. Et puis on repart dans ce qu'on appelle le dernier souffle, cet expire où le corps se relâche complètement. Et là, on pense qu'il n'y a plus rien. Alors ça, on ne sait pas, ça dépend de chacun. Mais en tout cas, il y a autre chose. Et entre cet inspire et cet expire, la question est de savoir comment on veut se présenter au monde. Voilà. Spire, la racine de respiration, c'est aussi la racine du mot spiritualité ou esprit. C'est la même racine. Le souffle, c'est l'esprit, c'est la spiritualité. Au commencement était le verbe, et le verbe, c'est une expiration. Quand vous parlez, quand vous dites un mot, vous expirez de l'air. Donc au commencement était le souffle. C'est intéressant de parler de respiration alors que depuis que nous portons un masque, on a appris à respirer avec. Enfin, je dis appris à respirer avec, on a appris à supporter de respirer avec. Avec quelle difficulté, hein ? J'ai d'ailleurs fait un tuto sur mes réseaux sociaux pour mieux respirer avec les masques, ce qui marche assez bien, on est en radio, mais ce qui marche assez bien avec le masque de chirurgical, là. On arrive à le faire, à créer un petit peu d'air à l'intérieur du masque. Mais sinon, que fait le masque ? Alors, vous avez un masque là, expliquez-nous comment on fait un masque chirurgical. Si, je vous ai vu avec là, il y a pas longtemps. Merci, et évidemment, comme tout le monde, on se demande où est-ce qu'on l'a mis. Parce que les personnes qui ont des lunettes comme moi sont toujours un peu embêtées. Ah, ça c'est terrible, les lunettes c'est terrible. Vous pouvez mettre un petit peu de liquide vaisselle sur vos lunettes pour enlever la buée. On m'a dit ça, ouais. Oui. Je faisais un art martial, on avait des bulles en plexiglas et on avait ce problème-là, on mettait du liquide vaisselle. Non. Alors, vous pouvez mettre ce masque-là. Voilà, le masque, vous pouvez le remonter au tout début du menton. Ouais. Voilà, faire une plissure à la commissure des lèvres, ici. Voilà, vous restez dans la légalité, hein, je précise. Et ici, avec la barre, c'est pour ça que ça marche avec les masques de pharmacie, si vous voulez. Avec la barre, vous créez une sorte de parallèle. Voilà, de sorte que ici, vous avez au-dessus du nez, et à l'intérieur, vous avez des bulles d'air qui peuvent se faire. Et vous pouvez avoir un peu plus d'oxygène. Et donc, j'ai montré ça, moi, à mes copines institutrices qui souffraient du masque parce que les gens le plaquent comme ça. Mais alors, attendez, parce qu'on a tendance à le pincer au niveau du nez. Alors, on le pince au niveau du nez en pensant que c'est plus efficace. Non. Alors, si vous laissez passer un peu d'air, vous êtes quand même protégé. L'idée, c'est de protéger les autres, de ne pas leur poussiner dessus. Donc, si vous laissez passer un petit peu d'air en tirant là et en pliant un peu ici, vous allez quand même mieux respirer.
J'ajoute que c'est mieux quand on est assis dans un train, par exemple, et que vous savez que vous n'avez personne en face. Vous prenez strictement aucun risque. Voilà, ces petits tutos. Mais sinon, le masque, effectivement, la particularité du masque, c'est qu'il nous étouffe. Et j'ajoute que le Covid-19 nous étouffe. C'est aussi une maladie d'étouffement. Et un des signes, quand ça dégénère, effectivement, voilà, on meurt d'étouffement. On meurt d'étouffement. J'ajoute qu'effectivement, la pollution nous étouffe. J'ajoute aussi que, c'est mon avis qui n'engage que moi, mais que la classe politique, d'une certaine manière, en nous gouvernant, parfois en nous infantilisant, on l'a vu un peu pendant cette crise, nous étouffe aussi. Et que le confinement nous étouffe puisqu'on est enfermé. Donc on est dans une société, une séquence historique qui est assez étouffante. Et apprendre à re-respirer, je pense que c'est pas du luxe. Mais c'est marrant finalement de parler de respiration à un moment donné où on a l'impression qu'on étouffe. C'est ça le truc. Oui, c'est drôle, c'est presque un peu un hasard, mais j'ai envie de dire qu'effectivement, hormis la crise que nous vivons, je pense que la société, ça c'est mon passé anarchiste que je ne renie pas du tout, c'est une critique de la société que je fais encore mienne, que cette société est une société assez étouffante en fin de compte. On n'a jamais été aussi libre en termes de droits et de choix individuels, c'est vrai, et ça c'est pas quelque chose à renier. Et en même temps, on n'a jamais aussi été déterminé par des choses. Où quelque part on est un peu tenu par ce qui nous arrive et c'est difficile parfois de s'extraire des choses, des déterminismes, de ce que les gens attendent de nous, de notre entreprise, et voilà. Donc on a la sensation d'étouffer. Mais avec la Covid, ou avec le coronavirus, respirer est devenu dangereux. Absolument, ouais, c'est tout à fait juste. Là on est dans un paradoxe qui est terrible. Respirer est devenu dangereux et donc croiser les autres est devenu dangereux. Donc on voit bien que si nous empêcher de respirer, c'est nous éloigner des autres, on voit bien que réapprendre à respirer, c'est nous rapprocher des autres. De soi-même d'abord, ensuite des autres et ensuite de son environnement. On a tous constaté, parce qu'on va aller trouver le positif dans ce qui l'est moins, que pendant la crise pendant le confinement, des animaux sont revenus dans des forêts, dans les bois, parfois jusqu'en ville. On a tous senti, y compris à Paris, des odeurs de foin, un petit peu comme à la campagne. C'était pas psychologique? Alors moi je suis un tout petit peu en marge de Paris, donc j'ai senti en tout cas plus l'humus de la terre, ça c'est vrai. Oui, peut-être psychologiquement c'est possible, mais je pense que les vents effectivement étaient moins barrés par des nuages de pollution. Parce qu'avec un peu de chance on aurait fini par sentir la mer. Hein. C'est pas faux. Mais qui sait, ça se trouve, vous vous rappelez du fameux roman Le Parfum de Patrice Suskind. Voilà, ça se trouve, on a un odorat qui est plus développé qu'on ne le croit. Ouais. Voilà. Vous êtes parti à la recherche de vous-même. Alors, il y a des événements qui vous ont alerté. Une première crise alors que votre sœur est dans le coma. Et là, on en revient au cœur. On en revient au cœur, absolument. Ma sœur subit une opération, pour être précis, une valve mitrale, je crois, qui était défaillante. Enfin, une opération à cœur ouvert, mais qui est somme toute assez classique. Et pourtant, son cœur, au moment de se réveiller, s'emballe. Donc, on la met sous coma artificiel pendant quelques jours, sans savoir si le cœur va redescendre, parce que le cœur ne peut pas s'emballer à 150 pendant 8 jours. C'est pas possible. Donc, voilà, la vraie question que je me suis posée, qu'est-ce qui fait que dans le cœur de ma sœur jumelle en plus, quelque chose ne fait qu'il s'emballe. Médicalement, on ne peut pas avoir de réponse, mais on est bien obligé de chercher du côté symbolique ou du côté du passé. Le cœur avait des choses peut-être à dire qu'il n'a pas pu dire ou qu'il a dit à ce moment-là. Et je le pense, non pas pour être rassuré, je le pense parce que je crois que le corps ne réagit jamais par hasard. Parce que le cœur, c'est là où siègent les émotions, c'est vraiment le temple des émotions. Et deuxième événement qui vous alerte, et donc là, un autre événement très personnel, lié à votre famille, c'est le jour de la naissance de votre fils. Et qu'est-ce qui se passe au moment où il va voir le jour ? Tout se passait bien, ma femme accouchait un peu comme une princesse, on va dire, et tout d'un coup, effectivement, les choses, le cœur se ralentit de mon enfant. On ne sait pas ce qui se passe, peut-être un cordon autour du cou, mais a priori, c'était pas ça. Donc, on ne sait pas, il y a des tests qui sont faits de manière précipitée, etc. Effectivement, il descendait plus. Donc, il s'étouffait, il se bloquait quelque part. Il se réduisait, donc son souffle, effectivement, n'était plus commençait à baisser, quoi. Donc, ils ont déclenché une césarienne. Dieu merci, tout s'est très bien déroulé. Mais et au moment, j'ai assisté donc à la césarienne, puisqu'on avait le droit de le faire dans la clinique où j'étais. Et au moment de respirer, du coup, son souffle avait encore plus de résonance, j'ai envie de dire, son cri. Et je me souviens de ce moment comme un moment marquant où je me suis
aperçu d'une certaine manière que ce premier souffle, ce premier déchirement, c'est aussi celui de l'accès à la vie. Et l'anecdote drôle, c'est que 5 jours plus tard, je rentre avec ma femme et mon fils à la maison, que je prends mon fils pour lui donner, pour le descendre à ma femme, et que c'est mon cœur qui fait un aller-retour entre mes pieds et ma tête, par l'intermédiaire d'une sorte de courant électrique, et tout mon côté gauche se paralyse. Comme un AVC en fait. Comme un AVC, comme une crise, un infarctus. Moi, j'avais 33 ans. Je descends mon fils d'un bras, je le donne à ma femme qui me voit blême, et je lui dis j'ai le côté gauche paralysé. Avec la bouche également. Enfin, je veux dire, donc elle panique, évidemment, elle appelle les pompiers, qui arrivent avec un électrocardiogramme. Ils me le font. Rien à signaler, monsieur, merci, au revoir. Ah, c'est drôle, amusant. Que ce soit le cœur. Je sais pas, est-ce que vous avez somatisé peut-être? C'est intéressant. Ça s'appelle une somatisation et ça s'appelle un langage de cœur à cœur, absolument. On parlait des événements qui ont tout à l'heure marqué votre sœur et votre fils. Vous êtes demandé et vous êtes interrogé de comprendre pourquoi leur corps avait flanché. Qu'est-ce que vous avez donné comme réponse à ça? Effectivement, moi j'ai cherché, je suis quelqu'un d'abord rationnel et pragmatique, donc j'ai posé les questions au corps médical. En l'occurrence, c'est partie des angles morts du corps médical où on sait qu'il y a des choses qui arrivent et on ne peut pas les expliquer, puis on n'a pas le temps de rechercher non plus. Et donc j'ai cherché un petit peu à savoir. Donc non, il était difficile. Ma sœur avait un souffle au cœur, donc peut-être que ça a joué, mais normalement il n'y a pas de corrélation immédiate. Mais enfin, je pense que, intimement, dans son parcours personnel, il y avait quelque chose qui la retenait, effectivement. Et peut-être beaucoup d'émotions rentrées, en tout cas pas sorties ou pas suffisamment explorées. Et du côté de mon fils, dans le ventre de sa mère, c'était aussi lié à sa mère. Et donc évidemment, ça n'a rien à voir avec elle et c'est pas de sa faute. Mais en l'occurrence, qu'est-ce qui fait que on ne prépare pas, par exemple, les femmes ou même les jeunes adolescentes par exemple, à mieux respirer pour accoucher. Il y a des techniques de respiration sans douleur. Absolument, il y a des techniques, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui souvent se rendent compte qu'une sorte de prise de conscience de la maternité le jour où elles sont enceintes. La fonction des femmes n'est pas juste la maternité et le fait d'être enceinte. En revanche, on sait qu'elles ont de grandes chances de passer par là. Et c'est pas quelque chose auquel on prépare leur corps d'une certaine manière. Et on a accès, si on le veut, mais on ne nous en parle pas vraiment. Il faut aller chercher soi-même. Bon, alors, comment est-ce qu'on active concrètement notre puissance intérieure pour ne pas subir? Est-ce qu'il y a des exercices pour ça? Oui, il y a des exercices. Donc moi, j'ai associé... Même si votre livre, il faut le dire, n'est pas un livre de technique de plus. Oui, c'est pas un livre de technique de plus, parce que je voulais pas que ce soit effectivement un catalogue. J'ai moi-même des livres comme cela chez moi, qui sont très difficiles finalement à faire, parce que en plus la respiration, c'est quelque chose, je pense, on a besoin un peu d'un présentiel, et puis on a besoin un peu d'un récit, d'un discours. C'est comme la gym, en fait, c'est comme un coach sportif. On a quand même besoin de quelqu'un qui regarde si vous faites bien la position et si vous la tenez bien, en fait. Ah ouais, absolument. Dans un premier temps, alors nous, on fonctionne pas vraiment comme au yoga où on va tenir des positions, on est beaucoup en mouvement, dans une sorte de flow, de fluidité. En revanche, effectivement, en présentiel, on est corrigé, on va pouvoir voir aussi où est-ce que se dirigent les émotions, parce que souvent, quand on réapprend aux gens à respirer, ne serait-ce que de redonner de l'amplitude à leur respiration, qu'est-ce qui se passe? Souvent, il y a déjà des émotions qui remontent. Et ça commence comme ça. Et petit à petit, on les amène dans les stages ou en présentiel, soit à avoir des choses très pratiques, pragmatiques, ça c'est quand on enseigne à des gens qui sont dans les bureaux, mais aussi parfois quand on est en stage, on va un peu plus loin. On va dans des respirations où ils vont un peu plus loin dans votre corps, vous allez un peu plus dans ce qu'on appelle des trans, c'est-à-dire des états un peu modifiés de conscience, voilà, où on va mettre aussi, nous on associe beaucoup de la musique, parce qu'il se trouve qu'on a des musiciens dans le groupe Ethos Flow, qui est notre groupe de prédilection, et effectivement, on va dans ces temples, parfois, on va dans le cœur, on a des respirations associées au cœur, au ventre, au sexe, parfois on utilise beaucoup la colonne vertébrale comme outil de mouvement, et on réactive quelque chose. Et cette puissance-là, c'est pas la puissance de la domination et du contrôle, c'est la puissance de la reconnaissance de ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est ça, cette puissance. C'est une puissance qui a en creux, d'une certaine manière. Alors, vous posez 4 questions. Qui est mon corps? Est-ce que ce corps est le mien? Est-ce que je suis ce corps? Mon corps est-il moi-même, pardon. Alors, comment est-ce qu'on... Vous avez 4 heures pour répondre à ces questions, déjà. Donc, si on devait répondre à cette question qui est mon corps, il faut quand même avoir une profonde connaissance de soi et de ses organes pour répondre à cette question.
Oui, j'invite les auditeurs déjà à se poser la question à voix haute, si vous avez l'occasion de le faire. Qui est mon corps? Suis-je mon corps? Est-ce que mon corps est moi-même? C'est des questions qui peuvent paraître aussi un peu étranges, dites comme ça, mais après tout, on a tous fait l'expérience parfois du miroir, où on a l'impression que la personne qu'on voit n'est pas soi. C'est très étrange, une espèce de dissociation comme ça. Et en fait, on est dans une société, une civilisation même, j'ai envie de dire, où parfois on a bien l'impression qu'il y a un esprit et un corps et que c'est pas la même chose. C'est la même chose. Parce que ce que vous allez manger, les émotions que vous allez ressentir, la manière dont vous allez faire l'amour, et la manière dont vous allez respirer, c'est ce qu'est votre corps, ce que vous allez être réellement. Donc, comment retrouver l'intimité de ces organes, oui, de ces os, de ces muscles. Alors, les muscles, on sait un peu plus parce qu'on sait qu'on fait de la gymnastique. Oui, il y a des spécialistes qui savent travailler très précisément tous les muscles. Ouais, tous les muscles. Ouais. Et puis bon, il suffit de faire une longue marche ou faire un peu de sport pour sentir la courbature. Là, on sent que son corps est un peu vivant. Mais c'est dommage qu'on sente que son corps est vivant quand on l'a un petit peu soumis, un peu froissé. On peut aussi le sentir quand on est en parfaite harmonie, en parfaite santé. Et donc, retrouver cette intimité-là du corps et arrêter d'être ce corps de l'extérieur. Moi, j'ai toujours été marqué en prenant les transports en commun. Il y a des gens qui prennent les transports en commun, le métro par exemple, pendant 30 ans, et vous voyez qu'ils continuent à rentrer dans le métro ou à sortir du métro ou à s'asseoir en se tapant sur les portes, en tapant l'épaule des autres, en n'ayant aucune conscience de leur espace. Mais en fait, c'est pas de l'espace qu'ils n'ont pas conscience, c'est de leur corps. Alors c'est pas du tout du jugement, hein, bien sûr, hein, c'est à l'emporte-pièce parce que c'est ce que je vois. Mais c'est-à-dire que si on avait conscience de son corps, on ne le cognerait pas contre une porte, un tourniquet. Ce qui peut arriver, mais j'ai l'impression que parfois il y a des gens qui se brinque-ballent d'une porte à l'autre, d'une épaule à l'autre, qui en fait subissent un peu leur corps. Et on est nombreux à subir nos corps. Donc à l'exception peut-être des gens qui ont fait beaucoup de sport, qui sont déjà un peu plus dans la maîtrise, mais l'intimité de leur corps, ils ne la connaissent pas forcément. Donc qui est mon corps? Est-ce que mon corps c'est moi? Ouais. Ensuite, il faut faire de l'intérieur de notre corps un endroit qui nous appartient. Là on est vraiment dans une forme d'introspection. D'introspection. Avec certains, avec l'apprentissage du souffle. On a une qualité formidable qu'on peut acquérir, c'est de se sentir à la maison à l'intérieur. Comme vous êtes dans votre salon, sur votre canapé, devant la télé ou avec un bon livre au coin du feu. Vraiment dans votre zone de confort. Vous êtes bien dedans, vous êtes bien dans votre salon. Vous avez tout fait pour être bien et vous êtes bien. Et vous en rêvez parfois quand vous êtes très loin ou fatigué, etc. Eh bien, à l'intérieur de votre corps, vous pouvez être dedans. C'est-à-dire que si une angoisse monte, une émotion quelconque, même de la joie, comment vous pouvez la vivre pleinement, cette émotion, et sans jugement, en étant complètement confortable, même si l'information, même si l'émotion n'est pas très positive, comment est-ce qu'on peut la vivre pleinement? Comment on peut se retirer dans son corps à la table d'un restaurant quand vous êtes avec du monde et tout d'un coup vous avez envie de faire un petit bilan? Comment en réunion de travail, vous pouvez à un moment donné faire silence et écouter un peu le silence qui est en vous alors qu'il y a du bruit autour de vous? Alors, vous nous invitez à avoir des petits rituels quotidiens, mais d'abord, vous nous demandez de nous déshabituer des rituels quotidiens qu'on a pour en prendre d'autres. Mais à quoi ça sert d'enlever ce qu'on a pour en prendre d'autres? En vrai, on peut les cumuler, mais dans un premier temps, c'est pour prendre conscience déjà qu'on a des petits rituels quotidiens. Des petits rituels ou ce qu'on appelle parfois des petits tocs de manière abusive. Mais on a tous nos petits trucs qui nous rassurent. Ça, c'est pas mal, c'est pas bien. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est pas utile? En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que à partir du moment où on veut aller vers quelque chose et transformer un petit peu sa vie, il faut commencer d'abord par le quotidien et donc par ces petits rituels du quotidien. C'est-à-dire en ajouter d'autres, de nouveaux, ou peut-être en changer. Et peut-être se mettre de nouveaux rituels qui sont plus conscients, ceux-là, qui sont plus volontaires. Ces petits rituels-là, mis bout à bout, permettent d'ouvrir de plus grandes portes et d'aller un peu plus loin dans le couloir. Et c'est ça qui est intéressant. Ça commence comme ça. Et ça, c'est un vrai secret. Parce que... Alors quoi, par exemple? Alors, pour ma part, ça semblait peut-être un peu spirituel, en effet. Mais comme j'ai des pratiques de respiration le matin, le soir, et même tout au long de la journée, moi, le matin, je commence comme tout le monde, d'aller aux toilettes, me gargariser, mais toujours de la même manière, en revanche. Des manières que j'ai choisi de faire. Me moucher, réveiller un petit peu mon corps, réveiller tout ça, commencer à faire un peu de bruit à l'intérieur. Et puis après, si je suis un petit peu réveillé, je vais m'asseoir devant moi j'ai une petite couturière où j'ai mis des petits gris-gris, chacun les siens. Et je fais tous les jours les premières respirations et je commence par un salut que je me suis inventé moi-même, qui a à voir avec les 5 temples d'ailleurs, mais qui n'est pas dans le livre. Et je pratique ma petite... C'est quoi ce salut?
Alors mon salut, c'est justement c'est un salut qui concerne les 5 temples et je peux le faire ici. Ça ressemble à je viens ici, je viens parler au temple du cerveau, de la tête. Ouais. Voilà, en mettant mes doigts ici aussi pour sur le ce qu'on nez, appelle le troisième œil ici. Ouais. Et donc j'associe quelques respirations, je reste là comme ça 30 secondes ou 10 secondes. Je viens ensuite ici en prenant conscience que mon nez et ma bouche vont pouvoir respirer toute la journée. Je viens poser mes 2 mains sur le cœur et là je l'écoute. Est-ce qu'il est angoissé? Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est joyeux? Éventuellement, je fais une respiration de gratitude. Ça, je l'ai mis dans le livre. Je viens ensuite mettre mes mains sur mon ventre de cette manière-là pour le soutenir. Parfois, vous avez mal au ventre. Ça, c'est intéressant aussi. Il faut toucher son ventre. Ouais, je viens un peu le masser. J'expire l'air. Je viens légèrement masser. Je mets après mes 2 mains croisées sur mon sexe aussi, en prenant conscience de ce temple-là. Et là aussi, il y a une respiration. Je serre le périnée. Il y a quelques respirations associées qui permettent de réveiller un peu tout. Parce que les hommes aussi ont un périnée. Et parce que les hommes aussi ont un périnée, absolument. Ouais. J'ai des copains du sport, des arts martiaux que ça fait beaucoup rire en disant ça. Et je les comprends. Mais en même temps, dans les arts martiaux, c'est très, 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 très utile. Ça se détend. Ça se détend, ouais. Exactement. Ouais. Et c'est très utile pour pouvoir travailler avec les hanches. Et ensuite, je viens faire une dernière respiration où je vais bouger beaucoup ma colonne pour activer vraiment toute ma respiration, c'est-à-dire mon 5e temple. Et à partir de là, ça c'est le salut, et à partir de là, j'ai une pratique qui dure entre 5 minutes si je suis vraiment au taquet, à 3/4 d'heure si j'ai du temps, qui va être une pratique de respiration et de mouvement. Vous parlez d'un outil qu'on emploie souvent mal, c'est celui de la visualisation. Alors c'est un outil très puissant, comme la respiration. À quoi ça sert la visualisation? Et dans quoi est-ce qu'on peut se projeter? La visualisation, c'est formidable. Au plus près de nous aujourd'hui, à peu près tous les sportifs en font avec leur sophrologue ou leur psychologue, c'est-à-dire visualiser des parcours, des victoires, voilà, se rassurer. Pourquoi? Parce que le cerveau, lorsqu'on visualise, en fait, visualisation, ça veut dire imaginer, mais dans un scénario un peu précis, lorsqu'on visualise quelque chose, d'une certaine manière, le corps et le cerveau ont l'impression de l'avoir déjà vécu. J'ai fait des combats de boxe. Souvent, je visualisais mes combats, même si je ne connaissais pas mon adversaire, parce que parfois, c'est des tournois, donc bon, on ne sait pas sur qui on va tomber, mais je visualisais les combats, je visualisais les coups, je visualisais le fait d'être un peu acculé ou le fait de dominer. Ça me permettait d'être un peu moins en panique, hein, si vous voulez, le jour J. Et visualiser, c'est très, très fort. Et alors, donc, on a les parachutistes qui font ça. Ça, au plus près de nous, vous pouvez voir tous les parachutistes, commando ou civils, font des visualisations, c'est-à-dire qu'ils répètent leurs gestes. Pourquoi ils répètent leurs gestes? Ils le font soit en vrai, soit dans leur tête. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'ils sont à 3500 mètres et qu'ils sont dans la mauvaise position, ils n'ont pas le temps de dire « Ah, je devrais faire ça ». Ça doit être automatique. Donc il y a une manière d'inscrire dans le cerveau et le corps des automatismes en visualisant. Et puis la deuxième chose, un peu plus spirituelle, j'ai envie de dire, c'est que les Indiens d'Amérique, mais je suis sûr que nos ancêtres les Gaulois également, avaient des cérémonies comme ça, parfois en prenant des plantes ou pas, en visualisant des moments, en visualisant la guerre qu'il y aura le lendemain, la chasse, en visualisant les esprits. Et cette visualisation-là, ça leur permettait d'accéder à des visions profondes, effectivement d'avoir ce relationnel à la nature, c'est-à-dire en fait de pénétrer l'invisible d'une certaine manière. Et on est libre de visualiser son jogging, mais on peut aussi visualiser des choses qui n'existent pas. Je ne sais pas, moi, je ne sais rien, le paradis, mais à quoi ça sert? Mais à quoi ça sert? Visualiser l'invisible, ça permet peut-être de connecter sa personnalité et son vécu à quelque chose de plus grand que soi. Et donc, ça peut commencer vraiment par sa journée qu'on va vivre, si on a un enjeu, une interview à la radio, par exemple. Je vous trouve très calme. Hein. Oui. Elle est drôlement bien visualisée. Hein. Elle est bien visualisée. Mais les interviews à la radio, je les avais visualisées avant de finir le livre. D'une certaine manière. Bon, d'accord. Bon, on me dit, ça tient aussi du... C'est un joke, mais... Ouais, ça tient un peu du désir. C'est-à-dire, j'ai aussi envie de venir parler du livre à la radio, quelque part. Mais du coup, cette envie-là, je me disais, ok, c'est pas qu'une envie diffuse. Je vais m'imaginer le faire. Bon, Timothy Myrtil, j'avais envie de vous rencontrer parce qu'effectivement, j'ai beaucoup aimé votre livre et votre parcours. Merci. Vous publiez Les 5 temples, donc sous-titré « Réveiller votre puissance intérieure ». Donc, il faut travailler chez vous, hein, chez Tana Édition. Et puis, si vous voulez tester une pratique de la respiration et du mouvement, alors le mouvement, c'est le 7e sens. Hein. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais il y a 7 sens. Hein. Je l'ai appris en lisant votre livre. C'est ça. Avec la méthode qui s'appelle Ethos Flow. Donc on peut vous rejoindre comment? Alors on a un site internet Ethos Flow, également un Facebook, un Instagram, et puis Timothy Myrtil aussi. Moi je relais beaucoup ce que nous faisons, et voilà, nous proposons effectivement du mouvement et de la respiration, les deux combinés,
pour avoir une vie quotidienne optimale au sens de se faire du bien. Voilà. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net. Vous regardez la vidéo sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Passez une très belle journée santé sur Beurre FM.